Bonjour et bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mon nom est Catherine Plourde et je suis coordonnatrice aux activités culturelles. Cet après-midi, nous avons l'honneur de recevoir Mme Sylvie Glissant et Mme Lise Gauvin qui présenteront La pensée du tout-monde. Lors d'une conversation en lien à l'ouverture imminente de notre aile Stéphane Crétier et Stéphanie Maigret pour les arts du tout-monde. Laissez-moi vous présenter en quelques mots nos deux invités. Madame Glissant est la directrice de l'Institut du Tout-Monde, fondé par Édouard Glissant en 2006. Elle fut d'ailleurs l'épouse de l'écrivain. Au sein de l'ITM, elle organise le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde et participe à la mise en œuvre du prix Édouard Glissant aux côtés de l'Université Paris 8, la Maison de l'Amérique latine, l'Université Paris-Lumière et l'Université des Antilles. Elle prolonge les engagements d'Édouard Glissant pour les actions de l'Institut autour du Musée du Tout-Monde, des séminaires et colloques, des soirées littéraires et des poétiques de résistance. Madame Sylvie Glissant est co-auteure avec Édouard Glissant de La Terre magnétique, les errances de Rapa Nui aux éditions du Seuil en 2007. Elle est aussi psychanalyste clinicienne et artiste peintre, qui expose ses œuvres sous le nom de Sylvie Sema. Bienvenue, Madame Glissant. Nous avons aussi parmi nous Lise Gauvin, qui est essayiste, nouvelliste, critique et professeure émérite de littérature à l'Université de Montréal. Comme écrivaine, elle a publié plus d'une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels Lettres d'une autre en 1989. En fait, elle a été rééditée, je crois, en 2007. Comment peut-on être québécoise? Et La fabrique de la langue de François Rabelais à Régent-du-Charme au Seuil en 2004 et en 2011. Elle a publié d'ailleurs des entretiens avec Édouard Glissant chez Gallimard en 2010. Elle est aussi animatrice et critique aux émissions culturelles de Radio-Canada et fut journaliste aux lettres francophones pour Le Devoir. Madame Gauvin s'implique particulièrement auprès des femmes, que ce soit envers l'association Femmes Monde, le Parlement des écrivaines francophones et à travers le Comité des femmes du PEN québécois. Elle reçoit en 2018 le Prix du Québec Georges-Émile Lapalme. Détentrice d'un doctorat en littérature de la Sorbonne et d'un autre honorifique de l'Université de Moncton, elle vient de terminer un baccalauréat en musique de l'Université de Montréal, renouant ainsi avec une formation musicale acquise au Conservatoire de musique de Québec. Bienvenue à vous, Madame Gauvin, et bonne discussion. Voilà, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici à l'occasion de l'ouverture de cette exposition sur les arts du tout-monde et d'avoir l'occasion de rappeler, en présence de Sylvie, la pensée d'Édouard Glissant, qui est une pensée que j'ai fréquentée pendant plusieurs années et qui a beaucoup inspiré, d'ailleurs, les Québécois autant que les gens du tout-monde, on pourrait dire. Et je voudrais juste rappeler, avant de commencer, au début, qu'Édouard Glissant avait une relation privilégiée avec le Québec. En 1974 et 1975, il a participé à la rencontre québécoise internationale des écrivains organisée par la revue Liberté. Et puis en 1995, il est venu faire un cycle de conférences à l'Université de Montréal, cycle de conférences qui a donné lieu à Introduction à une esthétique du divers, ce livre-là. Et avec ça, il nous a permis de renouveler le prix de la revue Études françaises qui avait été oublié, enfin, qui n'était plus accordé depuis quelques années. Ce prix avait été donné déjà à Gaston Miron en 1970. Alors, ces conférences publiées ont donné lieu à ce livre-là, qui a été ensuite repris chez Gallimard. Et ensuite, moi, j'ai eu l'occasion de faire avec lui des entretiens sur une vingtaine d'années, qui s'intitule « L'imaginaire des langues » et qui ont été publiés chez Gallimard en 2010 et qui constitue le dernier livre publié, hélas, du vivant de Glissant. Édouard Glissant était aussi un grand ami de Miron,
de Godbout. Il a préfacé L'homme rapaillé de Gaston Miron dans l'édition Gallimard. Et à propos de Miron, il écrit, il me confie dans l'imaginaire des langues, je le décrirais comme un phénomène naturel, comme une espèce d'éruption, mais aussi comme une espèce de surgissement tranquille, abondant et rythmé, qui a vécu son expansion dans l'espace avec passion. Alors, Édouard Glissant était extrêmement apprécié au Québec et on peut dire que sa pensée a inspiré un bon nombre d'intellectuels et écrivains québécois. On l'avait associé, enfin, il faisait presque partie de notre communauté d'écrivains et je crois que Sylvie peut en témoigner, n'est-ce pas, de grands amis au Québec. Alors, il est évidemment d'abord écrivain martiniquais. Il a vécu de 1928 à 1972, poète, essayiste, romancier, originaire de Lamentin, en Martinique. On pourrait dire qu'il a mis au point les outils conceptuels pour comprendre le monde contemporain. Et parmi ces concepts, la notion clé de relation, c'est-à-dire les identités ne sont pas fixes, mais sont en mouvement, en relation les unes avec les autres, d'où la notion de rhizome qu'il convoque pour indiquer la circulation des cultures, souvent de façon imprévisible et souterraine. Pour lui, la notion de lieu et d'île appelle en corollaire la notion d'archipel, dans lequel chaque lieu est distinct, mais relié aux autres par des relations transversales. Éléments voisins, non hiérarchisés, dont chacun garde son identité propre. Et parmi les notions qu'il a mises de l'avant, celle de créolisation, qui est un processus de création perpétuelle, d'identité nomade, de pensée du tremblement. Alors, créolisation, ensuite d'imaginaire des langues. L'écrivain, écrit-il, même quand il ne connaît aucune langue, tient compte, qu'il le sache ou non, de l'existence de ces langues autour de lui. C'est une phrase assez connue qui a beaucoup été reprise. Il a mis au point aussi la notion d'opacité indispensable au dialogue des cultures, la notion de mondialité qu'il distingue de celle de mondialisation, et enfin la notion de tout monde qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui et à laquelle nous aurons l'occasion de revenir puisque ce sera l'objet de notre entretien. Et voilà, j'en viens maintenant à Sylvie, qui est une amie depuis plusieurs années. Et normalement, dans des pareilles circonstances, on se vous voit, mais vous allez permettre qu'on se dise tu, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de dire entre nous. Et on l'aurait fait de toute façon sans trop s'en rendre compte. Alors, Sylvie, qui est, comme on l'a dit, directrice de l'Institut du Tout-Monde, qui est aussi peintre, psychanalyste et qui a été l'épouse d'Édouard Glissant. Alors, moi, je m'adresse à toi d'abord comme directrice de l'Institut du Tout-Monde. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment et pourquoi cet institut a été créé? Parce que Glissant avait déjà créé un autre institut en Martinique qui s'appelait l'Institut martiniquais d'études. Et on pourrait s'étonner que lui, qui a toujours été contre tout esprit de système, on peut s'étonner qu'il ait senti le besoin de créer à quelques années d'intervalle, comme ça, 2 instituts. Alors, d'où vient l'idée d'institut et tu peux nous en faire un peu l'histoire? Voilà, c'est bon. Je voulais juste vous dire que j'ai envoyé, avant de commencer, je voulais juste vous dire que c'est moi qui ai envoyé donc cette image, et c'est un portrait que j'ai fait, parce que comme Lise vous a dit que j'étais aussi peintre, et donc ça c'est le seul portrait que j'ai fait d'Édouard. J'ai mis dessous cette phrase de sa main, « J'espère en la parole des paysages ». Alors ça c'est très important, si on veut connaître Édouard Glissant. Donc c'est pour ça que j'ai collé cette citation, voilà, au portrait d'Édouard. Alors, bon, d'abord, je pense que les 2 instituts peut-être se ressemblent, se relaient, c'est sûr, mais sont aussi différents. Le premier, d'abord, se situe effectivement en Martinique. Et c'est un institut, l'Institut martiniquais d'études, donc qui a accueilli des générations voilà, de jeunes martiniquais, guadeloupéens aussi. Et c'était une autre conception, peut-être,
une autre façon d'enseigner, de transmettre quelque chose qui n'était pas que le système français d'éducation, qui était le seul existant, qui était très bon, certes, mais n'était peut-être pas suffisant en Martinique et en Guadeloupe. Donc, en fait, il intégrait un autre rapport, certainement, au savoir, à la connaissance, en partant aussi de la langue créole. Hein. On enseignait aussi la langue créole. Enfin, la langue créole était interdite. Enfin, on ne pouvait pas parler créole. Édouard, par exemple, ne pouvait pas parler créole quand il était enfant. Enfin, il ne parlait créole que chez lui. À l'école, c'était absolument interdit. Et donc, il a remis... enfin, pour lui, c'était quand même un véhicule très, très important de cette culture, de cette langue, de ces imaginaires, de tout ce qu'elle véhicule. Et donc, partir, recréer... Enfin, refonder, disons, une transmission, une éducation à partir de sa propre langue, qui est vraiment la langue maternelle, je pense que c'était pour lui essentiel. Et donc, il a créé beaucoup de choses dans cette école. Il y avait des ateliers de théâtre, des ateliers cinéma. C'était une autre... Il a aussi étudié des œuvres qui n'étaient pas étudiées dans le système français et qui venaient vraiment de la Caraïbe, pas seulement la Caraïbe française, enfin, mais aussi de toute la Caraïbe, de Cuba, de la Jamaïque, etc. Voilà. Alors l'Institut de Tout le Monde, effectivement, il arrive en 2006. Et là, c'est parce que donc l'école a été créée en 69, je crois. Et donc l'Institut Tout le Monde arrive en 2006. Je pense que, si vous voulez, Édouard déjà avait cette conception du tout monde. Hein, donc c'est l'Institut du tout monde. Voilà. Je pense qu'en créant cela, il a d'abord voulu créer ce qu'il appelait un lieu commun. C'est un lieu où des pensées du monde, disait-il, rencontrent d'autres pensées du monde. C'est-à-dire, je pense que pour lui, c'était une autre entreprise. Alors évidemment, certes, il y avait des séminaires, mais je pense qu'il organisait beaucoup de manifestations, et c'est ce que j'essaie de continuer, notamment des soirées poétiques. On organise aussi comme on l'a dit, ce prix Carbet de la Caraïbe et du tout monde, dont tu fais partie, Lise, depuis le début. Hein, tu es membre du jury. Hein? Presque depuis le début. Oui, presque. La deuxième année. Oui, voilà, la deuxième année. Voilà. Mais enfin, bon, c'est quand même très important. D'ailleurs, tu pourrais toi-même en parler, parce que voilà, c'est quand même, je pense, le seul prix de la Caraïbe francophone, hein, des Outre-mer, comme on dit, qui existe, le prix de littérature. Alors, en fait, c'est vrai que l'Institut du Tout le Monde, c'est d'abord, j'ai pris quelques notes parce que c'est vrai, je crois qu'on l'a dit, c'est d'abord un lieu rhizome. C'est un lieu à l'image du rhizome, qui était devenu une figure assez importante pour lui, notamment une figure de la créolisation. Qui est qui est la figure du monde. Je pense, il disait que, à la différence du métissage, c'est-à-dire que le métissage, pour lui, est quelque chose de prévisible. C'est-à-dire quand vous mélangez un élément avec un autre élément, vous savez à peu près ce qui va émerger. Alors que la créolisation, il disait que le monde d'abord se créolise. Non pas qu'il devienne créole, mais qu'il se créolise. C'est-à-dire qu'en fait, il est fait de rencontres de différents qui va donner tout à fait de l'imprévisible. C'est-à-dire
le monde évolue de façon imprévisible et il faut qu'on s'ouvre à cet imprévisible, qu'on s'ouvre au tremblement du monde, disait-il. Cette pensée du tremblement était aussi extrêmement importante pour lui. C'est-à-dire le monde tremble et nous devons trembler avec lui. C'est-à-dire que donc tout est à l'image de cette notion de relation, de poétique de relation qu'il a essayé de définir. Et je pense que sa conception même de l'identité, c'était, il faisait une différence entre l'identité à racine unique, c'est-à-dire on se revendique, et le nationalisme, on se revendique de son identité, et on a peut-être tendance à se renfermer dans cette identité, à l'identité relation, c'est-à-dire celle qui est faite comme nous sommes faits peut-être à l'heure actuelle, c'est-à-dire du multiple. Aussi, une autre citation, il disait toujours « quand j'écris en présence de toutes les langues du monde, même si je n'en connais pas une seule, à part la mienne. » Et c'est cette présence-là qui nous habite. Et je pense qu'il essayait de rendre sensible que maintenant, il nous faut entendre toutes ces présences qu'il y a en nous, parce que le monde est fait de ces présences-là. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, on le voit, enfin, et particulièrement ici, d'ailleurs c'est très, très visible, on est fait de ces rencontres, on est fait de ces imaginaires, on est fait de ces dialogues. Et je pense que l'Institut du Tout-Monde, voilà, c'est comme un atelier, si vous voulez. C'est un endroit où on essaie de se parler. On organise, voilà. C'est ce qui est donné comme objectif, parce que sur le site de l'Institut du Tout-Monde, il y a un très beau site d'ailleurs que tout le monde peut consulter, où on apprend beaucoup de choses. Il s'agit un des objectifs, c'est de faire avancer la pratique culturelle et sociale des créolisations. Oui. Donc, à travers des rencontres, vous faites des séminaires, vous faites aussi des soirées à la Maison de la Poésie. Tu as parlé du prix, est-ce que tu peux énumérer d'autres activités? Oui, donc on a une activité qui est très importante. Enfin, on fait des soirées, ce qu'on appelle les poétiques de résistance. Et ça, c'est en fait, c'est des rencontres d'artistes, de poètes, pas seulement des poètes, mais des artistes aussi qui viennent. Alors, il peut y avoir des cinéastes, il peut y avoir des plasticiens, des textes. C'est-à-dire, on fabrique des moments, voilà, tout à fait spéciaux. C'est-à-dire, et on ne sait pas trop, d'ailleurs les programmes sont un peu flottants, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est sous la forme un peu de chaos opéra, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, chacun vient avec quelque chose qu'il a envie d'apporter. C'est toutes ces semences fertiles qui sont déposées là, à un moment donné. Et alors, d'ailleurs, dans ces soirées, il y a beaucoup d'échanges avec le public. On se sent beaucoup et il y a quelque chose qui émerge à chaque fois qu'on sort de ces soirées. Il y a quelque chose de spécial. Il y a eu une rencontre. Il y a eu quelque chose qui nous a apporté. Je pense qu'on ressort très riche et très... Voilà. Oui, avec beaucoup de musique aussi. Beaucoup de musique, beaucoup d'images, beaucoup de paroles, de poétique. Il faudrait trouver l'occasion d'en créer un ici au Québec à un moment donné. Ah oui, on en fait partout d'ailleurs. Particulièrement avec les conques, l'orchestre de conques qui existe en Martinique maintenant, c'est génial. Hein? Les contes. Les conques. Les conques, ah oui, les conques marines, les conques de l'Ambi. Oui, ça c'est très important. Alors, nous sommes dans un musée et je crois qu'il faut souligner le fait que Glissant a toujours eu un accord privilégié, une entente privilégiée avec les peintres, les artistes. Il a beaucoup écrit sur eux.
pas seulement dans le discours antillais, mais un peu dans tous ses livres. Il y a des références à la peinture. Et il a été directeur du courrier de l'UNESCO. Et à ce titre, il a fait plusieurs numéros spéciaux sur les arts, hein, des numéros sur les arts d'Amérique, sur les arts, la peinture, la sculpture, etc. Et il avait une relation très particulière à l'art. Et à propos du sculpteur Cardenas, il est dit il arrive à rendre notre histoire visible. Il arrive à rendre le paysage intérieur qui nous rassemble. Et alors, à travers tous ces textes sur Cardenas, sur Matta, sur plusieurs autres, est-ce qu'il serait possible de résumer sa vision de l'art? Qu'est-ce que l'art représentait pour lui en quelques phrases? Alors, en fait, résumer sa vision, je ne sais pas si... je pense que c'est difficile à faire, mais en revanche, ça donne une idée un petit peu de son intention. Alors il a écrit aussi un livre qui s'appelle L'intention poétique. Et je pense que le rapport qu'il avait aux artistes... alors évidemment, ce n'était pas n'importe quels artistes, c'était ces artistes qui pour lui, c'est des artistes du tout monde, ces artistes du tout monde qui portent déjà en eux tout ce dont on vient de parler, tous ces paysages, toutes ces appréhensions du monde, d'un monde, de leurs histoires, de leur rapport même au monde. C'est tout ce qu'ils portent avec leur art, tout ce qu'ils rendent visible de leurs traces, de tout ce qui s'est chargé en eux, de leurs expériences, mais aussi de toutes les traces peut-être qui ont été déposées aussi en eux. Et je pense que oui, un artiste, c'est quelqu'un aussi qui rend visible quelque chose de ce qu'il porte, hein, et qui et à laquelle ou auquel, ou ces choses-là où on se relie. Il y a tout de suite quand un artiste ou quelqu'un, pas seulement un artiste d'ailleurs, tous ceux qui font ces gestes de création. On n'est pas obligé d'être artiste pour faire des gestes de création. Donc, je pense que c'est avant tout un geste de création, c'est un geste qui s'adresse à l'autre et qui dit aussi, qui trace quelque chose de soi. C'est-à-dire qui le désigne, qui le met en forme, hein, et qui tout de suite suscite l'échange, suscite la relation, et donc qui crée de cette relation naît quelque chose de nouveau toujours. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu de relations qui sont, à moins évidemment, sauf... Là, on est en dehors de la relation de la colonisation, celle qui veut réduire l'autre à sa propre transparence. D'ailleurs, à ce sujet, ça me fait penser aussi que une des choses qui était importante aussi pour lui, c'était Édouard revendiquait le droit à l'opacité. Alors, c'est ça, c'est que, en fait, peut-être dialoguer avec l'autre, le rencontrer, c'était pour lui, c'était accepter aussi de ne pas le comprendre. C'est-à-dire, il disait, c'était quelque chose, pour moi, je trouvais que c'était assez beau. Il disait toujours, mais pour t'aimer, je n'ai pas besoin de te connaître. Je n'ai pas besoin de savoir absolument qui tu es. Je peux t'aimer absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il était tout à fait dans ce respect de la différence de l'autre, peut-être de son secret, de son intimité. Et on n'avait pas besoin, pour l'échange que l'on a avec l'autre, c'est-à-dire que la colonisation a été aussi de réduire l'autre, si vous voulez, à sa propre... voyez, à son propre système, ou par exemple quand en France on voulait assimiler l'autre. Toujours on disait, quand vous venez, vous devez devenir comme nous, absolument. Hein, c'était la loi de l'assimilation. Évidemment, ça c'est terrible, parce que quand vous assimilez l'autre, quand vous l'obligez à devenir une part de votre système, vous
vous tuez une part de l'autre, tout ce qui vient avec sa spécificité. Et vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de le comprendre, mais l'autre vous donne, c'est des petits miracles qui arrivent à chaque fois. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous savez que vous en retirez quelque chose. Il y a quelque chose qui vient à vous tout en donnant. C'est-à-dire que l'hospitalité, alors évidemment, comme vous le savez, en France, moi je ne vais pas parler d'ici parce que je ne connais pas, malheureusement, mais en France, on a ce gros problème, évidemment, qu'on essaie de comprendre aussi. Hein, c'est tous ceux qui arrivent, les arrivants. Alors moi, j'aime pas les appeler les migrants, parce que les migrants, quand on parle des migrants, ça les réduit à un migrant. Bon, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas d'où il vient, etc. Oui, il y a ce migrant-là. Alors que ce migrant-là, c'est un arrivant. Alors, soit on lui donne l'hospitalité, soit on ne lui donne pas. Mais le droit d'hospitalité, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que c'est pas seulement juste accueillir l'autre. Je pense que c'est essayer de se dire que tout arrivant nous apporte quelque chose peut-être important aussi pour nous. Quelque chose d'inédit. Il est porteur, si vous voulez, quand même, de ces matières fertiles. Il est porteur d'expériences, il est porteur de choses qui peut-être va être important pour nous. Parce que de toute façon, on vit avec le monde, on vit avec ce qui habite le monde. Enfin, je veux dire, on ne peut plus vivre tout seul, on ne peut plus vivre dans notre petite bulle, etc. Et on le voit. Alors évidemment, quand on est ici et qu'on arrive dans un musée comme ça, voilà, on voit que les arts du tout monde, on voit tout cet accueil qu'il y a d'artistes, de formes qui viennent de partout. Pour moi, c'est extraordinaire. On n'entre plus dans une sorte de classification, de chronologie. On voit apparaître tout d'un coup des masques qui viennent de partout, qui dialoguent entre eux. Ouais, mais on va y venir aux arts du tout monde. Mais là, j'aurais aimé t'entendre parler de ses rencontres avec les peintres. Avec ses amis peintres. Par exemple, parce que ses amis peintres. Tu étais là. Qu'est-ce que tu peux en dire? Comment Oui, par exemple. Pour prendre un exemple personnel, dans le bureau d'Édouard, il y avait un peintre qui s'appelle Antonio Segui donc un peintre sud-américain, et il y avait un petit tableau, tout très simple. Voilà. Et dans ce tableau, en fait, c'était, je crois, le premier tableau de ce peintre. Et Édouard disait que pour lui, ce qui était important dans ce tableau, c'est que tous les climats et tous les paysages étaient représentés. Parce qu'on voyait alors un orage par là, des mornes, donc des montagnes, enfin, je sais pas, il y avait tout un tas de... Quand on regardait ce petit tableau minuscule, on voyait apparaître toutes sortes... Pour lui, c'était une anthologie de paysages. Et pour lui, l'imaginaire, nos imaginaires, c'est une sorte... Ce sont des anthologies de ces paysages. C'est-à-dire tous les paysages qui viennent à nous, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui apparaissent, qui peuvent apparaître. Et je pense que pratiquement tous les... par exemple, là, tu as évoqué Cárdenas, donc, qui est un Cubain, un noir cubain, et il adorait ces formes qu'il créait, qui pour lui portaient les traces non seulement de son histoire, évidemment, donc ses ancêtres étaient évidemment des esclaves arrivés donc dans les Amériques, et ce rapport qu'il avait à
à ce pays, à cette île de Cuba, à ce pays, à cet entour, et les formes qu'il fabriquait, qui étaient son nouveau rapport au monde, avec les traces de son histoire, les traces de son passé, et ce qu'il en fait actuellement, et le dialogue qu'il en avait, en tout cas avec Édouard, par exemple, ou avec le monde. Enfin, bon. Je pense que tous les artistes pour lesquels il a écrit des articles, des textes, et dont il était ami, hein, étaient ces artistes du tout monde, ces artistes qui signifient le monde. Il a écrit aussi de très belles choses à propos d'une certaine peintre nommée Sylvie Sema. Il a écrit les formes de Sylvie, je crois qu'il a dit Sylvie Glissant ou Sylvie Sema, engendrent leur propre espace. La peinture qui traque le réel est muette. La peinture qui crée son propre espace crée sa propre parole autonome. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, créer ta propre parole autonome? Ben oui, je pense que c'est un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure. Enfin, c'est difficile d'exprimer, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un geste, que ce soit un geste en peinture ou en sculpture, qu'on écrit, ou un geste vers l'autre, je pense qu'effectivement on crée un espace. On dit quelque chose, on trace un espace. Je pense qu'il y a quelque chose qui apparaît, qu'on désigne comme ça. Et je pense que, oui, on invente quelque chose de soi, souvent par la rencontre avec l'autre, ou avec... évidemment, je pense que quand on crée, enfin en tout cas pour moi, il est impossible de créer dans le désert, par exemple. Je veux dire, j'ai besoin de sentir cette présence, ces présences-là. S'il y a quelque chose, là, je pense que je fais en ce moment une exposition à Paris. Oui, d'ailleurs, une très belle exposition qui s'appelle La Traversée. La Traversée, oui, c'est ça. Et qui est en quelque sorte inspirée par ce que tu disais à propos des migrants. Oui, c'est ça. En fond, ta peinture est inspirée par la pensée d'Édouard. Oui, tout à fait. Ben, oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et moi, je suis, en fait... Voilà, je pense qu'il est vraiment temps qu'on crée des espaces traversants, quoi. Parce que plutôt que de créer des espaces bien fermés avec ou des frontières, enfin des choses qu'on ne peut pas. D'ailleurs, à propos de la frontière, c'est pour ça, là encore évidemment on parle d'Édouard. Donc pour lui, une frontière, c'est pas ce qui sépare, c'est ce qui relie. C'est en fait c'est rendre sensible le passage d'un espace à un autre, c'est rendre sensible la différence, c'est l'apprécier, hein, et c'est surtout pas ce qui sépare. Et je pense que un espace traversant, vous savez, c'est comme quand ces appartements, on dit ah oui, c'est un appartement traversant, c'est-à-dire c'est des espaces, des appartements où des espaces où il y a la lumière, il y a des fenêtres, par exemple, de part et d'autre. Et c'est des espaces que l'on traverse. Et je trouve que concevoir les nouvelles architectures comme des espaces traversants, c'est-à-dire c'est concevoir des espaces où l'on s'accompagne, où on prend conscience que l'air que l'on respire, on le partage, que la lumière, on la partage aussi, que ce qu'on voit, on le voit ensemble, même si on est différent, même si on le regarde différemment, mais le fait de regarder ensemble quelque chose, de sentir ensemble ce qui se passe, eh bien, vous allez voir que dès qu'on a cette conscience-là, je pense que des choses nouvelles apparaissent, on le comprend mieux, on comprend mieux où on est, on comprend mieux quel est notre écotone,
quel est notre système biologique, quels sont nos organismes, comment on le vit, comment on partage. On est en présence avec nos espaces. Oui, alors, tu as bien parlé de l'opacité, qui est une notion très importante, capitale chez Glissant, parce qu'on ne peut jamais vraiment comprendre, ça veut dire prendre avec soi. Hein? Si on défait le mot, l'étymologie, c'est comprendre veut dire prendre avec soi. Et donc, on ne peut pas assimiler l'autre. Il faut accepter qu'il y a toujours une part qui échappe. Et cette relation entre les cultures, elle ne peut jamais être transparente. Et c'est une autre notion que Glissant n'aime pas trop, la notion de transparence, parce que ça semble vouloir aplatir tout le réel. Ouais. Et donc, il faut accepter modestement qu'il y a une part d'opacité dans les relations et entre les cultures. Et ici, on a un beau terme pour ça, mais enfin, pas seulement ici, mais on parle de l'interculturalité. Ça rejoint un peu ce qu'Édouard dit à propos de ces notions. Et donc, on en parle depuis le début, mais si on aborde maintenant de front la notion du tout-monde, on va essayer de trouver ce que ça représente exactement. C'est pas évident, n'est-ce pas? C'est évident, mais c'est pas facile à définir. Dans un entretien accordé à Radio-Canada de Paris, le 5 avril 1957, Édouard Glissant dit « Dans le monde chaotique où nous vivons, l'important pour toute littérature est de proposer à autrui sa propre vision du monde. Si on remplace toute littérature par tout art, on a déjà les prémices de la pensée du tout-monde d'Édouard. Parce qu'il s'agit d'un lieu d'où émane une vision du monde, donc sa propre vision du monde, mais qui est proposée à autrui, donc déjà mise en relation. Et je pense que cette notion du tout-monde, c'est ça, au fond, c'est un réseau de relations, un rhizome. Il l'a décrit, lui, comme une nouvelle région du monde. Hein? Il a écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Pour une nouvelle région du monde », où il explique un peu cette philosophie de la relation qu'il a développée dans plusieurs de ses livres. Et là, je vous cite une phrase de lui, plus récente. « Tout monde est un champ de force instable où l'effervescence d'un seul imaginaire peut engendrer au loin des ondes déterminantes. Le gouffre de l'océan nous a ouvert à relation. » C'est-à-dire, c'est ça, un champ de force instable où l'effervescence d'un seul imaginaire peut engendrer des ondes au loin. Est-ce que tu as ou alors, mais il va dire encore qu'il s'agit d'un pays nouveau dont nous ignorons tout. Est-ce qu'on peut arriver à est-ce que tu crois qu'on peut arriver à définir de façon encore plus précise ce qu'est cette notion de tout le monde? Oui, moi je pense que quand il disait, quand il parle d'une nouvelle région du monde, c'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, les paysages, nos paysages, nous les créons au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est... le tout-monde, je pense que c'est tous ces mondes qu'il y a partout, qui sont différents, hein, et mais dont on prend conscience, que nous partageons, c'est-à-dire que nous appréhendons, qui viennent à nous, on va à eux. Enfin, je veux dire, on résonne tous, notre imaginaire résonne de l'imaginaire de tous les mondes. Et je pense que ça, c'est cette conception du tout monde, c'est-à-dire c'est prendre conscience qu'on est notre monde, là maintenant, là où on est là, est de toute façon en intime connexion avec les autres mondes, avec les imaginaires. Enfin, je pense que ça constitue... On ne peut plus séparer notre monde du reste du monde. Et donc, je pense que cette notion vient du tout monde. Par exemple, quand on a écrit...
enfin, je pense, par exemple, il disait toujours que le lieu est incontournable. Et alors, le lieu est incontournable pour lui, c'est-à-dire, il disait toujours, évidemment, on part toujours de notre lieu. Notre lieu, on peut pas s'abstraire de notre lieu. Évidemment, c'est là qu'on a vécu, qu'on a aimé, voilà. Mais il est aussi incontournable parce qu'on ne peut pas en faire le tour. C'est-à-dire qu'il était toujours dans cette relation de son lieu. On part toujours de son lieu. Et lui-même était le premier à partir de son lieu, de la Martinique. Voilà. Mais cette Martinique, ce lieu où il est né, il l'a très rapidement, et c'est avec l'UNESCO notamment, je pense que ça a été un passage là, à ce moment-là, il l'a vraiment ouvert au tout monde. C'est-à-dire qu'il ne peut pas en faire le tour. C'est-à-dire son lieu de Martinique, quand il écrit, il part toujours de son lieu. Mais son lieu est relié au monde entier. Et je pense que c'est ce que d'ailleurs on a voulu rendre un peu sensible avec l'île de Pâques. Oui, oui, c'est ça. On va en reparler. Mais justement, si on arrive aux arts du tout monde, lui, il dit à propos de l'esthétique, il faut tout mettre ensemble et en même temps, les esthétiques éclatées, entassées, nuées, désignent la totalité. Là, tout disposé ensemble d'un seul ballon. Quand on évoque les arts du tout monde, est-ce qu'on n'est pas porté à penser d'abord, comme ce que ça a été fait pour la musique du monde, à faire voir des arts qui sont restés injustement inconnus? Est-ce que les arts du tout monde dans l'imaginaire, disons, collectif, ne correspondraient pas d'abord à ce qu'il désigne, lui, ce qu'il décrit comme des arts qui n'ont pas couru et frotté le monde et n'ont pas dévalé avec les techniques, art que les nomenclatures hésitent à nommer, art indigène, art primitif, art lointain, art haute et art premier, reste qui n'ont exercé aucune influence séculaire dans le monde. Il dira ailleurs que ce sont des arts enfouis dans la mémoire des peuples qu'il faut redécouvrir. Est-ce que ce n'est pas d'abord ces arts-là qu'il faut redécouvrir, comme on a fait un musée des arts premiers, on a fait ça à Paris, et est-ce que l'idée, enfin, les images qui viennent d'abord lorsqu'on parle des arts du tout monde, comme on en voit ici dans l'exposition, est-ce que ça ne renvoie pas d'abord à ces arts qui ont été trop injustement ignorés ou qui sont trop éloignés? Enfin, peut-être pas ignorés, mais peut-être que ça a été invu, c'est-à-dire qu'on ne les a pas vus. C'est vrai que quand on montre des œuvres d'art qui ne sont pas à l'origine des œuvres d'art d'ailleurs, qui appartiennent, c'est des objets qu'on a sortis de leur contexte, qu'on a amenés quelque part dans un musée, qu'on a désigné comme étant des arts de je sais pas quoi, enfin du Bénin ou de je sais pas quoi. Je pense que ça a invisibilisé totalement toute une partie de ce rapport de l'objet à la communauté, enfin à la culture, enfin à ce qu'il signifiait. Véritablement, il y avait une sorte de méconnaissance, une sorte de mise à l'écart, effectivement, de la communauté, de la culture, d'où ça vient, de ce que ça signifie. Est-ce que ce n'est pas inévitable? Mais c'est la même chose pour la colonisation. C'est-à-dire on capture des objets, hein, on les réduit à sa propre... on leur donne nous-mêmes un sens. Et puis, œuvres d'art, ça rentre dans un système aussi... un système marchand, etc. Et donc, du coup c'est... on est fichu, quoi, à ce moment-là. Si vous voulez, je pense qu'il est important de laisser les œuvres dialoguer entre elles, et les objets, effectivement, de les avoir en présence,
mais ne pas les mettre dans des sortes de catégories, des sortes de chronologies, des sortes vous voyez, de registres que nous avons définis, qui sont ceux évidemment des musées, mais pas seulement. Enfin, c'est à tous les niveaux, au niveau de la pensée, au niveau des musées, etc. Je pense qu'il est temps qu'on laisse un peu courir ce rapport. Mais les œuvres sont quand même sorties de leur contexte, même si elles dialoguent entre elles. Et elles dialoguent entre elles pour quelqu'un qui est absolument hors de son contexte. Donc, il y a une double décontextualisation. Oui, elles sont... Mais, je veux dire, pourquoi essayer... On ne peut pas forcément comprendre le rapport qu'il y avait, par exemple, je ne sais pas, si vous voyez les objets vaudous, par exemple, vous ne connaissez pas la culture, vous ne connaissez pas ce que mais ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas vous mettre en présence de les avoir là, d'essayer de voir ce qu'elles vous disent, tout simplement. Je pense que c'est ça, c'est une nouvelle forme de relation, en fait. Peut-être qu'il faut avoir et ne pas arriver comme, vous voyez, comme on a fait beaucoup quand même, décliner votre identité, voilà, enfin essayer comment dire, de donner une définition nous-mêmes. Je pense qu'on n'est pas capable de définir des choses qui ne sont pas de nous, mais en même temps, on est quand même capable de se mettre en relation avec elles. Et donc, je pense que c'est ça, c'est cette nouvelle conception des présences qui sont là. Je veux dire, on n'est pas obligé de connaître tout le monde, hein, mais on est en présence. On ne peut pas faire l'impasse des langues, on ne peut pas faire l'impasse des cultures, même si on ne les connaît pas. On ne peut pas les ignorer. Et voilà. Donc, forcément, il y a un accent mis sur des cultures anciennes, des arts plus anciens, des arts premiers, tout ça. Dans ce concept d'art du tout monde, il faut aller chercher un peu loin de nous, ou qu'on fasse ce qui est moins connu. Où situer la modernité dans cet ensemble? Comment faire dialoguer, comment choisir dans la modernité les arts qui pourraient créer un dialogue avec ces arts plus traditionnels, plus anciens ou plus... Moi, je pense que, en fait, il y a une autre notion qui est importante pour essayer d'appréhender un petit peu la pensée d'Édouard et cette conception qu'il a du tout monde, c'est la notion d'archipel, la notion de pensée archipélique. Évidemment, comme j'ai dit, il parle toujours de son lieu. Donc pour lui, évidemment, la Martinique, ça fait partie d'un archipel. C'est pas une île qui est séparée des autres. C'est une île qui est solidaire des autres îles. C'est-à-dire c'est une île, avec sa communauté, sa spécificité, sa différence, etc. Mais elle est tout à fait solidaire de l'île qui sont à côté de la Guadeloupe, de Cuba, c'est un archipel. C'est-à-dire au niveau par exemple des imaginaires, au niveau de ce qui se pense, des rapports que l'on a, les échanges qu'il y a, c'est vraiment, je ne sais pas comment vous dire, il y a une sorte de relation archipélique qui s'est faite. Édouard voyait le monde comme un archipel, c'est-à-dire un ensemble, une île, c'est si on voit une île, bon, c'est fermé, c'est serré, c'est bien défini, hein. Et le monde est fait de communautés qui ont leur spécificité, de culture, de langue, etc. Mais le monde, pour lui, c'est un monde rhizome, c'est un monde archipélique, c'est-à-dire c'est un monde qui n'est fait que... on ne regarde plus l'autre, on ne regarde plus l'île, on regarde la relation, on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est important, en fait. En fait, la nouvelle conception, je pense, la conception du tout monde, c'est ça, la conception du monde, c'est un monde en relation. Et c'est ce qu'on doit
peut-être pour mieux vivre, pour mieux comprendre ce rapport que nous avons à notre propre monde et à l'autre, différent, l'autre inconnu, l'autre voilà, c'est comprendre la relation avant qu'on a avec lui. C'est pas le comprendre lui, c'est la relation qui existe, qui est née du fait de sa présence et de notre présence ensemble. Oui, et justement, lui, il trouvait que Cárdenas, par exemple, avait cette relation avec ce qu'il appelait les faces aveugles du songe que les peuples d'ailleurs portaient en eux. Donc, il dit à propos de lui qu'il a reflété ces lumières éclatées qui aujourd'hui nous donnent à voir le monde, qu'il est au confluent de plusieurs mondes. Mais dans la modernité, il n'y a pas, je veux dire, cette conscience des faces aveugles du songe que les autres peuples, les peuples d'ailleurs portent en eux. Est-ce que enfin, les artistes ne l'ont pas nécessairement. Alors, est-ce que cette relation, comment identifier parmi les créateurs modernes ceux qui sont porteurs vraiment d'autres... Moi, je pense que à l'heure actuelle, être artiste, être artiste ou être un créateur, à un moment donné, c'est exprimer quelque chose, c'est arriver à exprimer quelque chose de soi. On est tous porteurs de mémoire, de traces, etc. Bon, quand il parle de Cárdenas, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, bon, ses ancêtres, effectivement, étaient des esclaves. Il y a eu il y a eu tout cet itinéraire et il y a ce nouveau rapport au monde. Il y a tout ce qu'il porte à lui de cette histoire insu, parce que on le sait, une grande part de l'histoire de la traite, on a beau donner des dates, on a beau donner des chiffres, etc., on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas. Il y a toute une part de l'histoire que les gens portent, de ce que les gens ont peut-être souffert, hein, de ce qu'ils ont enduré, de ce qu'ils ils ont perdu, ils ont été arrachés voilà, quand même, on le sait, donc de leur pays, de leur famille, etc. Ils ont tout perdu dans le gouffre du bateau négrier. Ils ont perdu leur langue, ils ont été mélangés, ils sont arrivés dans un lieu inconnu. Ils ont créé une nouvelle langue, le créole, qui d'abord était une langue de compromis entre le maître et ceux qui arrivaient avec plusieurs langues. Les Africains n'avaient pas, évidemment, comme vous le savez, une seule langue, mais ils avaient des langues, ils ne se comprenaient pas entre eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient mélangés, parce que comme ça, ils ne pouvaient pas fomenter des résistances. Si vous voulez, de cette... qu'est-ce qu'il aurait resté? C'est des traces. C'est des traces du pays avant, c'est des traces de mémoire, c'est des traces, je pense que l'expérience du déportement, l'expérience de la souffrance, évidemment, c'est aussi une part de ce qui s'est transmis. Et des artistes qui viennent comme Cárdenas, mais pas les seuls, je veux dire, portent ces traces de mémoire, portent des choses qui signifient qui sont là, oui, et qui sont opaques, d'ailleurs. Mais en tout cas, le problème du choix se pose. Glissant veut créer une totalité. Il va parler des rayonnements, des entassements pour que la beauté aménagée entre les différences du monde. Il pense une totalité qui inclut toutes les différences du monde. Oui. Mais comment rendre cette totalité à travers les formes d'art? Je veux dire, cette totalité, il faut toujours choisir. Et je peux peut-être poser une autre question. Autrement dit, est-ce que la beauté, il y a toute une récurrence du terme de la beauté dans son œuvre. Hein. Dans un de ses livres, il demande, dans un de ses derniers livres, qu'est-ce que la beauté? Devant le rocher du diamant, il se pose la question. Et ensuite, il écrit un autre livre qui s'appelle, il dit, il faut absolument éviter que
la beauté ne tombe dans un abîme d'oubli, dans aucune partie du tout monde. Il parle des entassements propices que la beauté a ménagés entre les différences du monde. Et puis, par contre, il écrit un autre livre qu'il intitule « L'intraitable beauté du monde ». Alors, y a-t-il une réponse à cette question-là? Qu'est-ce que la beauté et le rapport avec l'œuvre d'art, selon Glissant? C'est une grande question. Parce que de toute façon, moi, je pense que de toute façon, la beauté, elle émerge de la relation. C'est la relation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de toutes ces différences, oui, mais oui, bien sûr, mais en fait, comment dire, c'est de cette rencontre et de cette relation, de toutes ces différences qu'on ne peut pas. Évidemment qu'on ne peut pas connaître. On ne peut pas connaître toutes les langues, on ne peut pas connaître tout ce que tu as dit, mais quand on est en présence de ce multiple, de tout ce qui apparaît, quand on a conscience de cette présence, quand on est avec, quand on les regarde, quand on échange par des gestes, je pense que naît cette poétique de la relation. Et je pense que la beauté vient de ce qu'on invente ensemble, qui surgit de façon imprévisible de cette relation. Par exemple, j'ai travaillé avec des gens qui créent la langue des signes. Donc pour ceux qui n'entendent pas. J'étais absolument fascinée par ça, parce que je me suis toujours posé des questions, mais comment on invente cette langue des signes qui est différente selon les pays, évidemment, selon les langues. Comment on invente ces gestes-là qui signifient une langue. J'étais vraiment très intéressée. Alors on a fait une expérience. Moi, je ne connais pas la langue des signes. Et on m'a dit, tiens, on va te raconter une histoire en signes, comme ça, on va signer. Et tu vas essayer de savoir ce qu'on dit. Effectivement, donc j'étais très attentive. Effectivement, après, j'ai dit, écoute, il me semble que l'histoire, c'est ça. Donc, voilà. Et on m'a dit, oui, bon, évidemment, il y avait des choses que j'avais ratées, c'est sûr, mais en fait, en gros, c'était ça. Et alors, je dis, mais c'est absolument fascinant, comment, avec rien que par les gestes que l'on faisait vers moi, j'arrivais à comprendre quelque chose que je ne connais pas, une langue que je ne connais pas. C'est-à-dire qu'en fait, je comprenais ce que l'autre me disait. Et je pense que ça, c'est très important parce que quand on parle d'artistes, quand on parle d'art, quand on parle de gestes de création, pas seulement des artistes, mais de nous tous, quand on fait des gestes vers l'autre, quand on crée des gestes pour l'autre, on se met en relation avec lui. Même si vous ne connaissez pas l'autre, vous allez signifier ce que vous voulez de comment vous allez dire votre maison, quand vous voulez dire je suis triste, ou quand vous voulez dire, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Quand vous voulez dire quelque chose à l'autre et que vous ne savez pas sa langue, vous allez mimer quelque chose, vous allez faire des gestes, vous allez inventer des gestes que l'autre, de toute façon, vous savez que l'autre va reconnaître. Parce que les gestes, finalement, c'est quelque chose que nous portons en nous. C'est ce qui précède, pour moi, c'est ce qui précède la langue, c'est ce qui précède l'écriture, c'est ce qui précède. Et pour moi, c'est très... Comment dire ? Pour en revenir à l'île de Pâques, parce que ça a été une expérience très importante pour moi. J'allais te demander, là, voilà, si tu pouvais nous parler de ça, parce que voilà. Je vais te dire de quoi il s'agit. C'est un livre écrit à deux, avec... nous y venons. Ça s'appelle La Terre magnétique, les errances de Rapa Nui, l'île de Pâques. Et c'est une expérience qu'a vécue Sylvie. Elle s'est rendue en bateau à l'île de Pâques. C'était pour une collection particulière des peuples accessibles uniquement par l'eau. Et puis, elle a raconté ce qu'elle a vu, ce qu'elle a
ressenti à Édouard qui a écrit le livre, et elle l'a illustré par ses dessins. Et dans une magnifique dédicace, Édouard Glissant écrit à Lise Gauvin « La Terre magnétique dans la spirale du tout-monde ». Alors, dans la spirale du tout-monde, la Terre magnétique, c'est déjà tout un titre, c'est oui, tout un projet. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Oui. Donc, en fait, si vous voulez, Édouard avait toujours voulu aller sur l'île de Pâques. C'est comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Je pense que l'île de Pâques le fascinait. Il voulait... l'île de Pâques signifiait vraiment pour lui. Et il voulait écrire un livre. Et donc, c'est dans le cadre d'une collection qui s'appelait Les Peuples de l'eau. Voilà. Et il me dit, bah, écoute, finalement, je ne peux pas y aller parce que bon, il avait des problèmes de santé, il ne pouvait pas prendre l'avion, c'était quand même très loin pour aller là-bas. Et là, il me dit, bah, écoute, vas-y. Alors, évidemment, j'étais ravie. Je dis, vas-y, et puis tu vas me raconter. Et à partir de là, ben, on va faire le livre. Je vais l'écrire, tout ça. Et donc, je suis allée 3 semaines. Et évidemment, ça a été une expérience assez étonnante. Alors l'île de Pâques, d'abord alors tout le monde connaît à peu près l'île de Pâques, on voit ses statues, etc. Mais si vous voulez, les statues c'est rien à côté de ce que représente l'île de Pâques. C'est l'île de Pâques, donc c'est minuscule, je crois que ça fait 15 km de long, enfin c'est tout petit, et c'est perdu donc dans le Pacifique. Enfin, c'est pas perdu, c'est très éloigné, c'est à peu près en kilomètres, hein, je sais pas en miles, je me souviens plus, mais c'est à peu près 4500 km, si vous voulez, du Chili, de Santiago du Chili, et autant de Tahiti, de l'autre côté. Et autrement, à part ça, il y a des toutes petites îles minuscules, mais voilà, qui ne sont pratiquement pas habitées. Mais donc c'est très loin de tout. Et justement, ce qui m'a un peu saisi, enfin même beaucoup, c'est que donc cette île sur laquelle vit à peu près maintenant 5000 habitants, vivent 5000 habitants. Donc c'est une île qui a eu vraiment une histoire incroyable, qui a connu, qui a été habitée. Bon, vous savez, voilà, on a fait ces statues gigantesques qu'on appelle des moaïs, qui à un moment donné a été enfin, les habitants ont été réduits en esclavage, on les a amenés au Pérou. Enfin bon, et ils sont revenus ceux qui sont revenus avaient donc des maladies, et donc pratiquement tout le monde a disparu. Il n'y avait plus d'habitants sur l'île de Pâques. Et ensuite, une population donc peu à peu s'est reconstituée, fait d'arrivants justement, s'est reconstituée, voilà. Et jusqu'à présent, ce qui est étonnant, c'est que en fait, partout, toute l'île est tatouée de pétroglyphes, de signes comme ça. On sait qu'on a retrouvé sur des morceaux de bois, des stèles de bois, un système d'écriture. Dont on a perdu le sens. Parce que quand les prêtres, notamment, savaient la signification qui connaissaient cette écriture et cette langue, ont disparu, sont morts, ben on a perdu le sens de la langue. Et quand je leur demandais, donc je crois qu'on a retrouvé une dizaine à peu près de ces stèles, je leur demandais à chaque fois, est-ce que vous savez, alors surtout à des anciens qui étaient là, je disais, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ils disaient oui, absolument. Et ils commençaient à me raconter une histoire, enfin en disant donc le peuplement, enfin plein d'histoires très différentes à chaque fois, parce que je demandais à plusieurs personnes, c'était les mêmes signes, et à chaque fois on me racontait des histoires totalement différentes. Et à chaque fois j'avais cette sensation-là que c'était vrai, voilà, c'était une autre histoire, mais c'était réel, c'était vraiment, ils étaient tellement reliés à ce sens-là. Et je me suis dit, tiens, mais finalement,
pour moi, c'est pas une écriture, c'est des gestes qu'on a tracés là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a, ça s'appelle des rongo-rongo, voilà. Ça s'appelle des rongo-rongo, et quand on a tracé cela, et puis il y a aussi des formes partout, sur toute l'île, sur les pierres, voilà. Pour moi, en fait, ce qu'on a fait là, c'est pas tracer une écriture, c'est pas un système qu'on a mis en place, c'est des gestes. Parce qu'on savait déjà que ces gestes-là, c'est des gestes qui allaient signifier pour tout le monde et pour ceux qui allaient venir, pour n'importe qui. Effectivement, quand ça fonctionne jusqu'à présent comme des déclencheurs d'imaginaire. Ça fonctionne comme, c'est-à-dire tous les gens qui vivent là, si vous voulez, alors qu'ils ne savent rien de leur histoire, qui ne savent, tout a disparu. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de trace écrite, il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de griot comme en Afrique, par exemple, où on transmet depuis le XIIIe siècle des contes. Hein. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de, rien ne s'est transmis. Ça n'a été que des coupures, voilà, lessivées. Eh bien, l'île même qui porte ces traces, ces formes-là, ces glyphes, si vous voulez, qui sont gravés partout, et c'est assez étonnant. Hein, fonctionne pour nous jusqu'à présent. Et je pense que c'est pour ça qu'on se relie comme ça à l'île de Pâques. Pourquoi l'île de Pâques signifie tant ce petit truc? C'est une terre magnétique. Tu ne sais qu'est-ce que ça veut dire une terre magnétique? Oui, au fond. Oui, c'est ça. Cette fonction-là qu'elle a. Oui, mais c'est ça, parce qu'il y a ces liaisons magnétiques. C'est-à-dire que l'île magnétique, quand vous êtes sur l'île de Pâques, vous n'avez pas l'impression que vous êtes isolé. Vous êtes et les personnes qui vivent là, je vous assure, ne se sentent pas du tout isolées. Elles parlent au monde entier, c'est-à-dire elles se savent complètement connectées au monde entier. Il y avait cette histoire très, il y avait quelque chose de très beau aussi. On m'amène dans un endroit complètement désertique, et puis il y avait une pierre qui était comme une sorte de tête, comme ça, avec des yeux et une bouche, comme ça, qui traversait, comme un trou en forme de bouche, disons. Et donc, on m'explique qu'en fait, quand les gens ont quelque chose à dire ou qui veulent exprimer quelque chose d'eux, ou qui veulent envoyer un message, ou qui veulent se relire, enfin, je ne sais pas. Parce que, évidemment, c'est très compliqué d'envoyer des lettres ou d'envoyer des choses. Enfin, en tout cas, bon, maintenant, c'est un petit peu plus facile. Ils ont quand même quelques accès Internet, mais enfin, jusqu'à présent, c'était quand même assez compliqué. Et donc, ils allaient, ça s'appelle la pierre qui parle. Alors c'est pour ça que je leur demandais pourquoi. Et donc on venait là, et puis on parlait dans la bouche de la pierre. Et donc ils savaient que ces paroles-là allaient être donc emportées par le vent, parce qu'il y a un vent. Donc le vent, c'est un des grands connecteurs, un des grands. Voilà, le vent, ça vient de traverse le monde. Donc pour eux, leur porte aussi ces matières fertiles, porte des semences. Le vent aussi apporte les oiseaux, c'est-à-dire que les oiseaux sont portés aussi par les vents, enfin arrivent jusque-là quand même et c'est vrai que les quelques cultures enfin qui existaient, les jardins créoles, parce qu'il y a aussi des jardins qui poussent dans les pierres, sont apportés par le vent et par cette connexion-là. Et donc, toutes ces paroles, pour eux, étaient emportées donc, par le vent et allaient de toute façon être entendues à l'autre bout du monde. Enfin, allaient être entendues par... ils sont tout à fait en connexion avec le monde entier. Je pense que c'est ça. Oui, tu nous parles beaucoup de l'île de Pâques. Il y a plein de choses fascinantes que tu nous décris, mais on dirait que tu ne nous parles pas des dieux. Quel est ton rapport avec les dieux à l'île de Pâques? Qu'est-ce que tu as ressenti? Les yeux. Les dieux. Les dieux. Les dieux.
Les statues, les statues. Ah oui, les dieux. Ben, bon. Sur l'île de Pâques, il faut dire que donc les Moai représentaient les ancêtres. Alors, effectivement, mais ces ancêtres ont perdu leurs yeux. C'est pour ça que je croyais que tu disais les yeux. Oui, parce qu'avant, il y avait des yeux, et ces yeux-là ont été perdus, ont enlevés. Enfin, je ne sais pas exactement. Ils sont devenus aveugles. Voilà. Je pense que, si tu veux, les Moai signifient moins maintenant que... enfin, je veux dire, toute l'île de Pâques, tout ce qu'il y a sur l'île de Pâques est aussi important que les Moai. Les Moai, si vous voulez, ont été redressés pour les touristes, ça c'est sûr. Voilà. Mais ils avaient été renversés, faut dire. Bon, je pense que c'est... En fait, pour moi, c'était pas très important. Non, c'était pas ça qui était important. C'était, pour moi, le plus important, c'est ceux qui vivent là et qui vous racontent encore toutes ces histoires, qui inventent des jeux de ficelles pour raconter les histoires, qui font des formes comme ça et qui racontent le monde, qui racontent tout un tas de choses incroyables. Voilà, qui sont. Je pense que c'est ça qui est important. D'accord. Alors, c'est un très beau livre qui s'intitule La Terre magnétique. C'est d'Édouard Glissant en collaboration avec, cette fois-ci, Sylvie Sema. Et bon, alors, je pense qu'on peut dire, presque en résumé, que la pensée d'Édouard Glissant s'écarte de la notion d'universel, qui est souvent une création arbitraire, qui est décrété par les gens qui ont le pouvoir de le faire. Et lui, il reprend cette notion d'universel en la définissant comme la quantité réalisée de toutes les différences du monde. Alors, c'est tout un projet. Il parle d'une totalité qui n'est pas totalisante, d'une mondialité qui n'est pas la mondialisation. Et au fond, on peut... c'est un peu ce que son grand projet de musée, on en arrive au musée des arts du tout monde, ce qu'il voulait réaliser, c'était dans ce rapport aux arts que devient le musée, comment choisir. Il avait déjà eu le projet de créer un musée des Amériques, mais son grand projet, c'était de créer ce musée des arts du tout monde. Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes? Comment il entrevoyait cela? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il avait réuni une cinquantaine d'artistes, déjà. Voilà. En fait, effectivement, j'avais pris juste quelques notes. C'était, en fait... je pense que c'est... il voulait mettre en relation, c'est-à-dire que pour lui, c'est... Le musée était avant tout ce lieu commun dont j'ai parlé au départ. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un lieu où se rencontrent. C'est pas un lieu où on va automatiquement faire, exposer, un artiste, voilà. Mais c'est plutôt un lieu où... ouais, c'est un lieu commun, c'est un lieu de rencontre où les artistes, où les œuvres se rencontrent et se parlent. Je pense que c'était ça. C'est pour ça que j'avais pris j'avais pris une ou deux notes. Oui, c'est ça. Édouard Glissant a longtemps rêvé de rendre visible, grâce à des œuvres d'art, sa conception du tout-monde. Donc on le revient. Voilà. Les langues créoles, les Antilles, le jazz étaient selon lui des modèles pour la poétique de la relation qui était au cœur de sa pensée. Il désirait donc établir cette expérience de création selon la rencontre et le croisement avec des artistes, peintres et sculpteurs. Je crois que c'était une nouvelle mise en espace, en fait, de dialogue, une nouvelle
entre de tous ces gestes dont on vient de parler, de tous ces créateurs. Il y avait lui-même une collection d'objets d'art, de peintures assez impressionnantes qui se trouvent actuellement sa collection personnelle est au Guadeloupe, au Memorial Act. Hein. Et il y a l'autre collection est la collection du Musée du Tout-Monde que l'on a. Et on avait fait une exposition en 2014 à Paris. Avec tous ces artistes qui viennent des Amériques. Pour lui, c'était très important, hein, des Amériques. Hein. Voilà, c'était... il disait que les continents aussi, les continents s'archipélisent. Voilà. Alors, je ne sais pas trop... Oui, c'est un beau projet. Oui. On est rendu là, madame. On est rendu là, madame. Est-ce que vous pouvez nous donner 1 minute pour en dire encore 2 mots et après, on en arrive aux questions. Alors, justement, moi, j'allais maintenant c'est un beau projet, vous inviter à admirer les œuvres présentées dans cette exposition aussi et des œuvres qui renvoient à cette conception ce que Glissant désigne comme l'inquiète tranquillité de nos existences, nouée par tant d'obscurs relais au tremblement du monde. Alors, vous avez l'inquiète tranquillité nouée par tant d'obscurs relais au tremblement du monde. Donc, c'est ce qu'on pourra admirer à travers les œuvres qui sont ici. On termine là-dessus, peut-être? Merci beaucoup, mesdames. Ouais.